Du plan d'action de la feuille de route du gouvernement de la transition par le Premier ministre Mokhtar Wane ce samedi. Un débat s'est ouvert ce lundi au CCB entre les membres du CNT et le Premier ministre. La révision constitutionnelle est plus que nécessaire à l'état actuel du pays selon Dr Fousseni Doumbia, constitutionnaliste. Les détails dans un instant. Au sort du prix des denrées de première nécessité, les commerçants accusent les autorités actuelles d'être muettes face à la situation. Nous y reviendrons plus en détail. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais, un titre réuni en séance plénière ce lundi 22 février au Centre international de conférence de Bamako. Les membres du Conseil national de la transition ont soumis leurs préoccupations devant le Premier ministre Mokhtar Wane qui avait présenté le plan d'action de la feuille de route du gouvernement de la transition aux membres du CNT les samedis derniers. Approchés par nos reporters, certains membres du CNT ont donné leur réaction au micro de Kadiatou Guindo et de Djakarija Damele. Le plan d'action gouvernemental, nous pensons que ça survole les réalités du pays pour nous promettre un futur prospère. Ça ne prend pas en compte les chiffres, il n'y a aucune précision, ça ne donne pas les dates précises, quand ça commence et pour terminer quand, et ça ne donne pas la précision sur les partenaires également. Donc pour nous, c'est un catalogue de bonne foi et non un plan d'action. Pour nous, la transition doit vraiment laisser de côté cette histoire de révision constitutionnelle. Parce qu'ils veulent réviser la constitution, pourquoi? Pour l'adapter à l'accord? Non. Pour nous, on doit respecter ce grand peuple malien. Ce n'est pas pour faire plaisir à 10 000 Maliens que notre texte fondamental sera révisé, quoi. Au-delà de cela également, le document ne fait pas cas des partenaires qui sont présents sur notre territoire depuis 8 ans, Barkhane, Minisma. Donc, alors qu'il faut diversifier les partenaires, il faut aujourd'hui établir la paix au Mali, faire une évaluation objective et stratégique de la présence de ces forces d'occupation sur notre territoire. Mais le document fait fi de tout cela, étant donné que c'est ce bilan qui enchaîne le cortège de morts de civils, de militaires et de villages entiers décimés. Donc pour nous, nous devons nous inscrire dans la dynamique de rompre avec les anciennes pratiques du système IBK, pour jeter les bases d'un Mali nouveau, pour aller vers un nouveau système de gouvernance qui va combattre la corruption, l'injustice, les fraudes, et puis les questions sociales telles que les trains dans la région de Caï qui est vu comme une urgence sociale. Tout ça, il n'y a pas de calendrier précis, un agenda précis par rapport à tout ça. Donc pour nous, la paix doit être prioritaire, ensuite la justice et enfin les élections transparentes et crédibles sur toute l'étendue du territoire. Mais tout ça c'est flou parce que les élections organisées sur toute l'étendue du territoire, comment? Quelle garantie pour que l'argent ne joue pas un rôle central dans les élections encore? Voilà les raisons pour lesquelles le peuple malien s'est mobilisé contre Ibeka. Malheureusement, ça trouvait que le Premier ministre était à Ouagadougou. Certainement qu'il n'a pas ces rappels historiques et c'est pourquoi il ne s'inscrit pas trop dans la dynamique de cela. Très riche et ambitieux. Et on l'a étudié avec intérêt, et raison pour laquelle nous sommes là pour poser des questions. Et vraiment, c'est ambitieux et on espère qu'ils pourront les réaliser. Étant donné que les honorables ont eu le temps de poser les questions qu'il faut par rapport à quelle est leur vision de cette thématique qu'ils ont prise en compte prioritairement. Oui, moi quand même je pense que si, parce que si on observe les départements, il y a tout de même 25 départements ministériels qui sont là et ils ont aussi des directions et d'autres services qui sont à disposition. Et je pense qu'ils peuvent simultanément faire, parce que comme on le voit dans le PAG,
chaque département a ses actions spécifiques à mener. Donc s'ils le font simultanément, je pense qu'on peut effectivement atteindre le nombre escompté. Et si on se base aussi sur les procédures antérieures qui ont eu lieu avant aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent pouvoir les réaliser qu'ils nous les proposent. Tout compte fait, ce sur quoi nous sommes tous unanimes, c'est que la Constitution de 92 actuellement a des limites et qu'il faut prendre cela en charge, même si les points de vue divergent concernant les approches ou bien les priorités à prendre en compte. Mais le fait est que cette révision, elle est indispensable là où on est. Et je pense que, étant donné qu'ils ont donné les actions spécifiques qu'ils vont mener et que le peuple sera là, et nous aussi nous allons suivre et voir ce que ça va donner. Parce qu'ils ne pourront pas le faire seuls, il faudra le faire avec les acteurs de la société civile, des partis politiques, tous citoyens confondus, tout malien. Bon, nous avons apprécié que le Premier ministre se soumet à cet exercice démocratique. Nous avons analysé sa feuille de route. Nous avons trouvé des points positifs et par contre aussi nous avons constaté des omissions et estimé qu'il y a quand même des choses à revoir. Oui, c'est pas facile de réaliser un vaste programme en 18 mois, disons en 10 mois parce qu'on est déjà dans les 5e mois, mais nous pensons qu'il doit catégoriser par ordre de priorité et faire une sélection de ce qu'on peut réaliser dans les 10 mois qui restent. Vous savez, un pays évolue. La Constitution de 92 n'est plus adaptable. À tel il faut ajouter l'implication de l'accord d'Alger qui nécessite en tout cas une révision constitutionnelle. Donc pour moi aujourd'hui, l'objectif de la transition, c'est effectivement procéder à la révision constitutionnelle dans les plus tôt parce que tout ce qu'on parle là, questions électorales, réformes, ce n'est qu'après la Constitution. Donc je pense que la Constitution va être l'une des priorités, la révision constitutionnelle va être une priorité et nous allons nous battre en tout cas que ça se fasse dans les meilleurs délais. Après plusieurs échecs des régimes précédents, les autorités actuelles ont annoncé la révision de notre Constitution. En effet, lors de la présentation de la feuille de route du gouvernement de la transition devant les membres du CNT, le Premier ministre Mokhtar Ouane a promis une révision de la Constitution malienne, un acte salué par Dr Fousseni Doumbia, constitutionnaliste. Alors, écoutez, la question de la réforme constitutionnelle, c'est l'une des constitutions les plus controversées au Mali, ça il faut le dire. Au regard des différentes tentatives que vous venez de rappeler, on constate que de 1992 à maintenant, tous les présidents qui se sont succédés à la tête du Mali ont tenté d'apporter une modification à la Constitution, mais on considère par la suite que toutes ces tentatives ont débouché sur un échec. Alors, cette fois-ci, il y a eu beaucoup de forums, ça il faut le dire, beaucoup de rencontres des forces vives de la nation qui ont décidé qu'il faut réviser. Et bien sûr, s'il y a une unanimité aujourd'hui qui concerne l'ensemble des acteurs politiques, c'est celle qui concerne notamment la révision de la Constitution, parce que c'est l'une des constitutions les plus stables en raison de son absence de révision constitutionnelle, mais aussi c'est l'une des constitutions les plus dépassées, parce qu'elle a atteint vraiment ses limites par rapport à la solution des différentes crises que nous avons vues. C'est aussi l'une des constitutions les plus violées. Voilà, l'une des constitutions les plus violées. On constate qu'on va de violation en violation. Depuis 2012, la constitution du Mali n'a quasiment pas été respectée. Donc elle a vraiment atteint ses limites. Il faut impérativement aller dans le sens d'une réforme constitutionnelle pour la consolidation de la démocratie, pour la consolidation de l'état de droit et de la paix. Le Mali a signé beaucoup d'engagements sur le plan international qui méritent vraiment d'être transposés dans la Constitution. Mais il y a un rectificatif important à donner. Ce qui est sûr, il n'est plus question d'aller vers une révision constitutionnelle. Les gens ont tendance à confondre révision constitutionnelle et élaboration d'une nouvelle constitution. La révision constitutionnelle suppose qu'on touche à quelques articles de la Constitution, mais la Constitution reste toujours intacte. Il n'y a pas de changement de république. Et quand je prends l'exemple sur la France, qui a procédé à plus d'une vingtaine de révisions constitutionnelles, on est toujours dans la dynamique de la Constitution de 1958.
Alors, aujourd'hui, les concertations nationales des 10, 11, 12 septembre 2020 qui ont eu lieu à la suite du coup d'État intervenu le 18 août 2020, où l'ensemble des forces vives de la nation étaient là. Elles ont décidé que il faut qu'on aille dans le sens de l'élaboration d'une nouvelle constitution pour permettre à notre pays de basculer dans une nouvelle république. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de révision constitutionnelle, mais plutôt d'élaboration d'une nouvelle constitution pour permettre à notre pays de basculer à une nouvelle république. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce sera la 4e. Il est important de rappeler que c'est la constitution qui marque la naissance d'une république. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on quitte une constitution, d'une constitution à une autre, on bascule à une nouvelle république. Donc la 3e république va être démantelée et on bascule dans une 4e république avec l'adoption de la nouvelle constitution. Mais là également, il y a un souci, parce qu'il ne faut pas se dire qu'on va basculer à une nouvelle constitution tout en essayant surtout de se consacrer à des éléments ordinaires, à des éléments des différentes tentatives de révision constitutionnelle sans pourtant toucher à certains éléments fondamentaux de la Constitution. C'est-à-dire les articles qui ont fait l'objet des différentes tentatives de révision constitutionnelle à travers les différentes tentatives que le Mali a eu à mener. Si on essaie de les répéter dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle Constitution, sans pour autant toucher à un certain nombre d'éléments fondamentaux de la Constitution, je ne vois pas de raison de changer la Constitution de 92. Parce que la Constitution de 92, c'est une Constitution symbole. C'est le sang du peuple malien qui a coulé pour qu'on puisse parvenir à cette Constitution-là. Donc on ne peut pas se la débarrasser par l'intermédiaire des articles qui ont déjà été touchés dans le cadre de la révision constitutionnelle seulement. Donc si on change une constitution, si vous voulez, soit c'est pour basculer, soit pour basculer à un État fédéral, si vous voulez, soit c'est pour changer la nature du régime politique. Aujourd'hui, on est dans un régime semi-présidentiel. Si on change la constitution, soit on bascule dans un régime présidentiel, soit on bascule dans un régime parlementaire. Mais s'il faut changer la constitution tout en restant dans le cadre du régime semi-présidentiel, qui est le cas de la constitution actuelle, moi je ne vois pas de raison. L'autre élément, si on change la constitution, tout en basculant dans le cadre d'un État fédéral, par exemple, tout en essayant de changer la forme de l'État, là également, c'est une raison valable. Parce qu'au Mali, nous avons aujourd'hui un État unitaire, donc qui est prévu par la Constitution, mais si on bascule à une nouvelle Constitution, c'est une raison valable quand même aussi de basculer dans un État fédéral. Ensuite, on change de Constitution pour changer aussi le caractère laïque de la République. Soit c'est pour basculer dans une République islamique, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Donc, on ne peut pas changer la Constitution tout en ne touchant pas à ces changements majeurs. Voilà. Donc, si on ne touche pas à l'une ou à l'autre de ces changements, à l'un ou à l'autre de ces changements-là, je préfère tout simplement qu'on reste dans la dynamique de la Constitution de 92, où on va utiliser les mêmes éléments qui ont fait l'objet des révisions constitutionnelles, tout en essayant aussi d'apporter des éléments nouveaux dans le cadre de cette révision constitutionnelle. Alors, ce qui est aussi important à préciser, il y a un Conseil national de transition qui est là, qui n'est pas un organe constituant. C'est-à-dire ce n'est pas une assemblée constituante qui quasiment n'a aucun rôle à jouer s'il faudra mettre en place une nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun débat là-dessus qui va se passer au sein du Conseil national de transition. C'est une œuvre du peuple souverain, soit c'est une assemblée constituante qui va intervenir, parce que le CNT n'est pas une assemblée constituante, le CNT n'est pas un organe constituant, mais c'est plutôt un organe législatif de transition tel que précisé par
la charte de transition. Donc, quasiment, il n'a aucun rôle à jouer à ce niveau. Donc, la commission d'experts peut être mise en place. Et cela, il faut que l'ensemble des acteurs politiques et sociaux soient ajoutés à ce projet de constitution. Parce que la constitution, c'est le fruit d'un consensus, parce qu'elle se trouve être le large assentiment de l'ensemble des forces vives de la nation. Dans le cadre de son élaboration, bien sûr, si on doit la changer, il faut que ce consensus aussi prévale. Il ne faut pas que ça soit l'œuvre d'une entité ou d'une partie de la population au détriment d'une autre, loin de là. Donc il faut impérativement que l'ensemble des acteurs du processus démocratique soient associés à ce projet de nouvelle constitution. Et après, le peuple souverain aura son dernier mot à dire pour ce qui concerne le référendum qui va avoir lieu là-dessus. Depuis quelques jours, le prix des denrées de première nécessité ont progressivement flambé sur le marché de Bamako et environnant. Le prix du pain, de la viande, de l'huile, entre autres, a fortement augmenté. Face à cette situation, certains représentants des commerçants demandent aux autorités de prendre des dispositions afin de réduire le prix du dédouanement. Reportage. Moins de 2 mois avant le début du mois béni des Ramadan, le prix des denrées de première nécessité augmente de jour en jour. Une miche de pain est passée de 250 à 300 francs CFA. Le litre d'huile est fixé à 1000 francs CFA. La semaine dernière, le prix du kilogramme de la viande a aussi flambé. 1 kilo est cédé en raison de 2400 ou 2500 francs CFA. Selon Cheikh Amalaboukoum, cette situation s'explique par la non-assistance des commerçants par les autorités en place en ce moment de Covid-19. Je pense que les prix sont en hausse et ça va continuer. Je pense que ça va continuer parce que bien avant, il fallait s'attendre à l'augmentation des prix des premières nécessités. Et le sucre, c'est tout ce qu'on parle de nécessité. C'est-à-dire que le sucre, le riz, la viande, et le prix seront toujours en augmentation quand l'État ne fait rien. L'État ne fait rien. Vous savez que nous sommes à un moment où le monde est affecté, le monde entier est affecté. Et chaque État fait le maximum pour aider la population. Mais cela n'a pas été le cas du Mali. Et malgré qu'on dit qu'il y a eu des mesures d'accompagnement, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement, c'est juste les ont dit, sinon les commerçants n'ont rien reçu pratiquement. Le dédouanement a augmenté, le prix, bien sûr. Si le dédouanement augmente, les prix seront augmentés. Parce qu'un commerçant qui paie un produit à 10 000 francs à Abidjan, et s'il veut amener à Bamako et vous lui demandez de vendre à 9 000 francs, c'est quasiment impossible. Il ne peut pas le faire. La production, prenons l'exemple sur l'Office du Niger, concernant le riz local. Mais pratiquement, les champs n'ont pas été cultivés. Et vous savez, s'il y a un manque de culture, donc le riz n'est pas suffisant dans le marché, donc forcément que le prix augmente. C'est-à-dire que le fait que c'est pas trop dans le marché, donc cela explique que le prix augmente. Donc l'État devait voir bien avant comment accompagner le commerçant, comment accompagner le producteur, donc pour éviter que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Vous voyez, le prix de la viande, ça va dans le 2500. Et là, c'est trop. C'est trop. Donc, vous pouvez demander à un éleveur de dire de ne pas amener ses bétails au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Même si la DRCC fait le maximum pour empêcher. Mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'accompagner les commerçants, c'est d'accompagner la population, expliquer réellement la vraie situation, parce qu'il y a rétention d'informations. Donc la population n'est pas informée. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu trouves que le prix a changé. Mais ça ne peut pas continuer. Je pense que le prix est à venir. Hein. Je ne le souhaite pas à mon pays, mais le prix est à venir. Si on ne fait rien, le prix est à venir. Ils n'ont pas le choix, parce qu'ils paient ailleurs. Les riz importés, ils le paient ailleurs. Si le dédouanement augmente, mais ils n'ont pas le choix. La meilleure solution, c'est de diminuer le frais de l'État. Si la douane voulait faire de recettes, ce n'est pas la bonne manière. Mais si la douane augmente le dédouanement, mais c'est la population qui paye.
c'est que les gens oublient. La douane a fait des milliards de recettes, mais c'est la population qui paye. Parce que les commerçants seront obligés d'augmenter le prix, parce qu'ils n'ont pas le choix. Je ne peux pas payer quelque chose à 10 000 francs et vendre à 9 000 francs ou à 10 000 francs. Ça, ce n'est pas du commerce. L'État doit faire le maximum. Pour le président du Chambre des commerces du Mali, cette hausse du prix des denrées de première nécessité a diverses raisons. Il y a beaucoup de facteurs en ce sens. Tout d'abord, il y a la maladie qui est en train de nous piétiner, qui nous empêche de vaquer normalement notre opération de commerce. Il y a aussi les difficultés d'importation. Par rapport à l'huile, vous savez que l'année dernière, les cultivateurs de coton n'ont pas travaillé comme les années précédentes. Donc cela fait que si il ne revient pas à avoir tout le grain de coton, donc ça va jouer beaucoup de production locale de l'huile. Alors que vous savez bien que si ça joue sur la production locale, si on se limite à l'importation, bien sûr, l'importation, le Mali par rapport à l'huile, peut-être 80-70% c'est importé. Donc si l'autre là est limité, donc ça va jouer sur le prix de ce qui est importé. Importation aussi, à l'extérieur, il y a eu l'augmentation des prix des conteneurs. Quand les transitaires veulent lever les conteneurs au départ, avant ce qu'ils paient, c'est doublé. Et les transports sont doublés. Donc vous voyez, tout cela va faire en fait que les prix vont augmenter. Et dans le dernier temps là aussi, il ne faut pas le casser, les douaniers aussi ont augmenté les prix de dédouanement. Donc tout cela, ça joue sur le prix des produits qui sont exportés. Donc le prix l'huile qui est fabriquée ici localement, déjà je vous ai dit ça, quand les producteurs n'arrivent pas à avoir le grain de coton, ça joue sur le prix. Donc par rapport au riz, vous avez vu cette année, les cultivateurs ils ont fait une déclaration à la télé. Cette année, les productions ne sont pas été à la hauteur. C'est pas parce qu'ils n'ont pas cultivé, ils ont bel et bien cultivé, mais la pluie a ravagé la majeure partie. Le moment que les choses réussissent, c'est en ce moment que la pluie a ravagé presque la moitié. Et aussi, on a ajouté aussi les rebelles, je ne dis pas même les rebelles, les brigands qui sont venus mettre le feu. Tout le monde a vu ça dans les médias. Dans les productions du riz. Donc, tout ça là, ça joue sur le prix. Mais tout comme fait, il y a une commission nationale des prix qui est siégée au ministère du Commerce. Donc, c'est là-bas que les gens doivent s'attendre que tout le monde dit aujourd'hui, c'est à l'approche du mois de carême, mais qu'il y aura pénurie, donc il n'y aura pas ça. Rappelons que chaque année, la population malienne est confrontée à ces mêmes problèmes de hausse de prix des denrées de première nécessité à l'approche du mois béni des Ramadan. Ainsi, les autorités de la transition sont fortement interpellées en vue de trouver une solution le plus rapidement possible à ces problèmes qui n'a que trop duré. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.